Aïda Timbi, Fade Batimbi, Fade Amama Timbi, Fade Amore Timbi la contre-point que Tembi, Fade la Trembe que Soti Bouga, Fade Kodroti à Gandoni de Pé, Miesitra Bouga de Pé, Bidje Kodroti Nala, à Gata Kodro, à Gangangu, à Lingla, Tendi Kodroti de Pé, Daniso. Bonjour les amis, c'est Mélodie. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission et podcast Nos députés et nous. Notre émission est une plateforme d'échange qui nous permet à nous jeunes d'être en contact et de discuter avec nos députés, élus de la nation qui nous représentent à l'Assemblée nationale et auprès des instances gouvernementales. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une haute personnalité, avocat au barreau de Centrafrique, président de la commission Institutions, Démocratie judiciaire et Affaires administratives, représentant du peuple qui a bien voulu nous concéder cette interview. Honorable, bonjour. Bonjour madame ou mademoiselle. C'est un réel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et nous vous sommes reconnaissants pour votre confiance et le temps que vous nous accordez en nous donnant cette opportunité de vous interroger. On espère que les jeunes, que nous jeunes, pourront être édifiés par vous sur la fonction, les missions des députés à l'issue de cet échange. Honorable, pouvez-vous vous présenter en quelques mots afin de permettre à nos très chers auditeurs qui nous suivent de mieux connaître leur élu? En gros, pouvez-vous nous indiquer votre nom, prénom et votre circonscription électorale? Merci mademoiselle. Je suis l'honorable Brice Quevin Kakbayen. Je suis député élu de la circonscription de Mbaïki. Puisque Mbaïki a au moins 5 circonscriptions, je suis le député de Mbaïki 1. Mais avant d'être député, je suis avocat au barreau de Centrafrique, inscrit, et je continue toujours à exercer comme avocat dans ce barreau. Merci beaucoup. Donc, on va dire que vous avez plusieurs casquettes. Ah oui, j'avais pas voulu, mais bon, comme est-ce que c'est un destin ou bien je ne sais pas, mais bon, chez nous, tu peux être avocat et être député. C'est des métiers qui vont ensemble, donc double casquette, oui, et bon voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, honorable, d'après vous, quel est le rôle d'un député et quelles sont vos principales responsabilités en tant qu'élu? Merci mademoiselle pour l'opportunité que vous nous offrez à nous, députés élus de la nation, pour échanger avec vous, partager nos expériences sur les choses qui se passent que bon nombre d'entre les jeunes ne maîtrisent pas. Lorsque quelqu'un est élu député, il y a une confusion qui se passe dans la tête de nos électeurs. Bon, ce n'est pas une confusion, mais moi-même je me dis, peut-être qu'on n'a pas bien expliqué. Ou même nous-mêmes, on n'a pas pris notre temps d'expliquer à nos électeurs quelle est la mission d'un député. En ce que je sache, un député, lorsqu'il est élu, il a le mandat du peuple, mais il ne peut pas représenter tout le pays. On lui attribue une circonscription qu'il élit et qu'il l'envoie à l'Assemblée nationale. Lorsqu'un député est élu pour représenter le peuple à l'Assemblée nationale, le député a devant lui 2 missions principales. La première mission, dévolue à moi, député, et à mes collègues, ou même à tous les députés dans le monde, c'est d'abord de voter des lois, c'est de fabriquer des lois, c'est de faire des lois. C'est pourquoi on nous appelle les législateurs. Ça, c'est la première mission du député. La seconde mission du député est de contrôler l'action du gouvernement. Je vote les lois. Parmi les lois que je vote la loi de finances. Je vote beaucoup de lois, mais ces lois sont exécutées, sont mises en œuvre par le gouvernement. Et moi, député,
lorsque je vote une loi, c'est pour que cette loi puisse servir à ma population, au peuple. Mais lorsque cette transition s'interpose, je ne peux pas être juge et parti. Je ne peux pas voter les lois aujourd'hui et aller voir comment et aller les appliquer au sein de la population. Non. Sous la bannière sous le principe de séparation de pouvoir, moi en tant que député, dès que je légifère ou bien je vote une loi, je m'arrête là. Je renvoie maintenant au gouvernement. Dès que le chef de l'État promulgue une loi votée par moi au niveau de l'Assemblée, cette loi va maintenant dans le département, bien dans le secteur dans lequel il doit être mis en application. Moi, député maintenant, par le second pouvoir, je vais maintenant contrôler l'action du gouvernement. Mais je ne vais pas aujourd'hui sortir dans la rue, chercher le gouvernement partout où il va. Ce n'est pas aller contrôler le ministre chez lui à la maison. Ce n'est pas aller voir le ministre là, il boit quoi, qu'est-ce qu'il fait. Non, ce n'est pas ça le contrôle de l'action du gouvernement. Mais je contrôle le gouvernement à travers la mission que moi aussi je lui ai confiée. J'ai voté une loi qui organise aujourd'hui la circulation en Centrafrique. Mais s'il s'avère que les taxis-motos ne respectent pas tout ce qui est code de la route, ils font tout ce qu'ils pensent que c'est normal, on peut dévier à gauche, on peut dévier à droite, alors que c'est contre un principe. Alors, mais si on vote une loi qui puisse réglementer la circulation chez moi en Centrafrique, quel est le département qui va s'en occuper? C'est le département du transport, bien sûr. Et aussi le département de la sécurité publique. Et voilà, ces deux départements-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent mettre en exécution la loi que moi, député, j'ai votée. 1 mois, 2 mois, 3 mois, les accidents vont se produire. Et lorsqu'on cherche les causes de ces accidents, on dit les chauffeurs de mototaxi ne respectent pas le code de la route. Je me dis, mais j'avais voté une loi qui encadre même la circulation en Centrafrique. Alors, que s'est-il passé? Je vais procéder par ce qu'on appelle l'interpellation du ministre. Et donc, c'est à travers les interpellations, soit on interpelle le gouvernement dans son ensemble, soit on interpelle le ministre de tutelle directement, et il vient à l'Assemblée. Maintenant, j'exerce maintenant le pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale à travers les questions, les débats que nous allons avoir à l'Assemblée. Monsieur le ministre, on avait voté telle loi. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mais que se passe-t-il? On nous appelle par-ci, par-là, nous députés, on a enterré les morts fatigués et les morts d'accident. Qu'est-ce que vous avez fait de cette loi? Et le ministre va s'expliquer. Lorsque le ministre va prendre juste le micro, son temps, pour répondre à ma préoccupation, moi en tant que député, j'exerce sur le ministre qui représente le gouvernement ce qu'on appelle un suivi ou le contrôle de l'action gouvernementale. Bon, voilà les 2 missions qui sont assignées aux députés. Vous savez, ça là, ça marche ailleurs. Mais ici chez nous, surtout en Afrique là, c'est devenu de la pagaille. En plus de ces 2 missions que moi, député, je suis assigné, je suis astreint, je dois m'occuper de la population. Je dois acheter de la nourriture pour tout le monde. Je dois acheter la boisson pour tout le monde. Je dois payer l'écolage pour tous les enfants. Je dois assister tout le monde. Je dois être, le député doit tout faire. Donc, on nous pousse à devenir ministre de ceci, ministre de cela, ministre de tout. Et donc, c'est là où je parlais déjà, entre guillemets, de la confusion que certaines personnes font de notre mission, nous députés. Donc voilà, au moins en quelques minutes, madame la journaliste, si je peux vous appeler comme ça, de manière ramassée, la mission du député que nous sommes en train d'exercer. Je vois que c'est clair, on va dire.
on comprend déjà un peu le rôle d'un député, les responsabilités qui vous sont confiées et comment est-ce qu'elles impactent directement notre quotidien. Bon, je pense, lorsqu'un député est à l'œuvre, le but final de ces lois que nous votons aujourd'hui, c'est pour améliorer les conditions de vie de la population. Pour vous permettre de mieux comprendre toujours, il faut que je passe par des exemples, un exemple toujours banal. Bon, aujourd'hui, on nous dit que la scolarisation des filles, ou bien la scolarisation en RCA est gratuite. Et cela est consacré même dans des lois de notre pays. Tu arrives dans un endroit, tu vas te rendre compte que, mais pour inscrire un enfant, on demande que les parents viennent avec 5 000. Alors, est-ce que c'est ça ce que la loi dit? C'est pas ça. Donc les gens veulent se mettre à la place de la loi pour racketter. Et donc du coup, moi en tant que député, si je tombe sur ce pareil cas, qu'est-ce que je fais? J'interpelle le ministre dans le cadre de ma mission du contrôle de l'action du gouvernement. Donc si vous voulez voir l'impact positif de tout ce que nous faisons dans notre quotidien, et que je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est bon déjà au niveau de notre pays, mais c'est un idéal vers lequel nous tendons. On ne peut pas dire oui, ça marche, mais au moins si on repart un peu en arrière, la RCA à un moment donné était dans une zone de turbulence. Mais là au moins, vous et moi nous sommes ici là. Au départ on ne peut même pas s'asseoir ici, avec des coups de feu par-ci par-là, mais grâce à la mise en place de ces institutions, grâce à nos missions multiples par-ci par-là, chacun, le gouvernement de sa part, l'Assemblée de sa part, on se bat au quotidien pour qu'il puisse avoir la paix, la sécurité. C'est pour que le Centrafricain, que la population puisse vivre. Donc, moi aujourd'hui, je donne un exemple. On sort comme ça de l'Assemblée nationale. On vient d'adopter une loi qui porte composition et fonctionnement et organisation d'une institution. Alors, si cette loi n'était pas adoptée, est-ce que cette institution pouvait vraiment bien fonctionner? Voilà un exemple palpable que je vous donne. À partir d'aujourd'hui, on a adopté cette loi, mais l'impact positif est qu'au moins il y a un ouf de soulagement au sein de cette institution et que les choses vont maintenant être réglées à partir de cette loi que nous avons votée. Donc, nous députés, si on vote nos lois, les lois qu'on vote, c'est pour le bien du peuple, c'est pour le bien de la population, c'est pour organiser la cité, c'est pour prévenir les dangers, c'est pour pousser le pays vers le développement. Bon, les lois sont très nombreuses chez nous en Centrafrique et la somme, c'est pour le bien-être du peuple centrafricain. C'est pourquoi nous faisons cette loi, ou bien nous faisons ces lois, mais nous nous mettons également à côté pour voir est-ce que c'est bien appliqué. C'est pourquoi notre contrôle doit être accru, parce que c'est le gouvernement qui doit faire, qui doit traduire maintenant ces lois-là dans les faits, pour le bien-être que j'étais en train de vous dire. On ne peut pas prendre cette loi aujourd'hui, mettre dans un tiroir, et on observe maintenant le bien-être du peuple centrafricain. Non, il faut passer maintenant à l'action. Prendre ces lois-là, enlever même les textes qui sont là, au lieu que ça reste seulement dans les livres, dans un cadre formel, il faut mettre ça maintenant dans le chantier, c'est-à-dire sur le chantier pour voir, est-ce que si on réglemente aujourd'hui la circulation, on va réduire les accidents? Oui. Au départ, avec le phénomène des motos, c'est un exemple que je prends toujours, mais il y avait pas mal de cas de décès qui étaient enregistrés au quotidien. Mais avec la réglementation, avec tout ce qui se passe, la police, la gendarmerie, pour réglementer. Aujourd'hui, on sent qu'il y a ce secteur-là, les accidents sont maintenant en régression. Donc, l'impact positif de ces lois sur notre quotidien est que on sent qu'il y a un changement, mais ce n'est pas encore ça. Comme je te le disais, c'est juste un idéal vers lequel nous tendons. Donc, petit à petit, on va avancer comme ça. Je vois, on comprend mieux le rôle des députés
on se rend compte maintenant qu'on a tendance à faire des confusions, mais je pense qu'avec ce que vous venez de nous dire, ça ira mieux. Ensuite, en poursuivant dans le cadre, parce que vous avez dit qu'un député a 2 missions fondamentales, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, en suivant la logique, dans le cadre de votre mission de vote de loi à l'Assemblée nationale, pouvez-vous nous dire quels sont les projets ou propositions de loi sur lesquels vous travaillez actuellement? Bon, vous m'avez pris au vif, mais voilà. Je sors comme ça de l'hémicycle. Moi, en tant que président de la commission texte et loi à l'Assemblée, vous avez dit le nom de la commission ici, l'appellation est vraiment longue. Mais on coupe ça court, on dit commission texte et loi. Voilà. Madame, il vous souviendra qu'au niveau de l'Assemblée, il se pourrait que ce soit la commission que je dirige qui est même la cheville ouvrière de l'Assemblée. C'est même, je peux dire que nous sommes même, c'est-à-dire la colonne vertébrale de l'Assemblée. Lorsque vous prenez des sessions qui arrivent, à chaque session, il n'y a que la commission que je dirige qui sort toujours avec 4, 5, 6, 7 lois votées, soit 8 lois votées par rapport aux autres commissions. Vous voulez savoir, vous voulez que je vous fasse un état de lieu des lois que j'ai sous la main aujourd'hui. La liste, elle est longue. Je peux vous en donner quelques lois, telles qu'aujourd'hui, nous venons de finir avec le vote de la loi portant organisation et fonctionnement de la haute autorité en charge de la bonne gouvernance. Voilà. Pourquoi cette loi? Parce qu'après la constitution notre nouvelle constitution, il était question qu'on puisse maintenant mettre les institutions, les lois de chaque institution en conformité avec la nouvelle constitution. Nous avons déjà commencé avec ça depuis longtemps. Sur les 8 institutions de l'État, moins la médiature qui n'existe plus au sein de cette nouvelle constitution, il nous restait 7 institutions. Nous sommes aujourd'hui à la 6e institution, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est pour dire que j'ai encore sur mon bureau un projet de loi sur la Haute Cour de justice. J'ai un projet de loi sur la Cour des comptes. J'ai une proposition de loi portant protection et défense portant protection des défenseurs des droits humains. Et bon, je pense une dizaine de lois qui sont en souffrance aujourd'hui sur notre bureau. Mais avant que la session ne puisse vraiment finir, je suis sûr que je vais les évacuer. À l'allure où vont les choses, je vais pousser pour qu'on puisse vraiment évacuer ces lois qui sont aujourd'hui entre nos mains. C'est une très bonne nouvelle alors. Ok, on n'est pas non plus sans ignorer que si aujourd'hui vous êtes dans cette grande institution, c'est parce que vous avez été élu par une population, par un peuple qui a décidé de vous donner ce mandat de le représenter. Et nous savons également que la majorité de ce peuple est jeune, on va dire. Et donc, on aimerait savoir comment prenez-vous en compte les besoins et les opinions des jeunes dans votre travail de législation? Merci, madame. Vous voyez, votre question touche à mon tableau de bord. Parce que pour être élu, j'avais présenté ce qu'on appelle mon programme de société, contenu dans ma profession de foi. Et alors, si il vous arrive un jour à parcourir ma profession de foi, mais la jeunesse a été mise en gras. Parce que je suis issu de cette masse de population. Je suis né à Mbaïki, dans ma circonscription. Mes études maternelles, primaires, secondaires à Mbaïki. Je ne connaissais pas Bangui. C'est après avoir décroché le bac m'a envoyé à Bangui au grand jour, quoi.
Bon, C'est ça. voilà. Mais je ne me suis pas totalement déconnecté de cette jeunesse-là. Parce que à tout moment, je suis en Mbaïki. Chaque jour que Dieu fait, je suis en contact avec Mbaïki. Même pendant que toi et moi, on était en train d'appeler, j'ai reçu, je pense, 4 ou 5 appels de Mbaïki comme ça que j'ai renvoyé. C'est pour dire que je suis toujours en connexion avec cette population-là, et en majorité jeune. Je me disais, moi je suis entrepreneur, je suis député, mais vous ne verrez jamais. À un moment donné, j'étais tenté de demander du travail, à aller vers l'État pour me faire intégrer. Bon, malheureusement, toutes les demandes que j'avais formulées à l'époque, rien n'a marché. Et alors, par la force des choses, j'étais obligé maintenant de m'orienter vers l'entrepreneuriat. Moi qui te parle, excuse-moi madame de tutoyer, mais j'ai commencé à vendre du pétrole. Je m'étais investi dans le petit commerce. À l'âge de 13 ans, je quittais déjà mon père parce que j'avais décroché mon concours d'entrée en 6e. Il fallait quitter dans une petite localité parce que mon père fut enseignant. Et donc, il fallait quitter la localité et venir au lycée de Mbaïki. Bon, j'ai appris à me prendre moi-même en charge à partir de 13 ans. Jusqu'à 14 ans, 15 ans, je m'étais déjà bien formé. Et pour moi, l'entrepreneuriat était devenu comme un maître mot. Je ne comptais plus sur les parents. Mais sans le vouloir que l'entrepreneuriat allait m'aider un jour, mais je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. À un moment donné, j'étais devenu photographe. Mais je faisais les photos même au lycée là. Je suivais toujours mes cours. J'ai décroché même mon bac, le baccalauréat au lycée de Mbaïki. Je vendais du pain et je faisais la photo. Je suis arrivé à l'université de Bangui. D'abord, j'ai fini mes études à l'université sans bourse. Parce qu'à l'époque, c'était très difficile pour nous, les villageois, là, d'accéder aux bourses. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai quand même fini. Ça fait partie de ma souffrance. C'est ça. Mais j'ai transformé cela vraiment en une perspective de développement. Je continue toujours avec la photographie à l'université de Bangui. Et jusqu'à ce que j'obtienne ma maîtrise en droit, option carrière judiciaire. Je me suis dit, je ne peux pas me limiter là. J'ai tenté pour être magistrat, ça n'a pas marché. Maintenant, j'ai opté pour l'avocature, ça a marché. Et aujourd'hui, je te parle en tant qu'avocat au barreau de Centrafrique. Et ça, c'est aussi l'entrepreneuriat parce que là-bas, il n'y a pas de patron. Exact. Tu dois te battre, tu dois t'imposer. Qu'est-ce que j'ai comme pensée pour mes frères de Mbaïki, de ma circonscription? L'histoire est simple. Hein? Nos parents, lorsqu'ils étaient encore sur les bancs de l'école, c'est l'État qui venait les chercher sur les bancs de l'école pour faire 2 fonctionnaires. Et ça a été un processus qui a gagné un peu du temps. Et c'est l'État qui allait prendre les gens sur les bancs de l'école pour faire 2 fonctionnaires. Vous serez surpris d'apprendre qu'à un moment donné, l'État s'est arrêté. L'État n'allait plus vers les écoles pour prendre les gens pour faire 2 fonctionnaires. L'État va demander maintenant aux gens, si vous voulez devenir fonctionnaire, écrivez-moi maintenant. J'ai l'honneur de devenir tant, de devenir ceci, de devenir cela. Et maintenant, les gens, c'est-à-dire le jeu de rôle a maintenant changé. Maintenant, les gens ont commencé à aller maintenant vers l'État. J'ai l'honneur de, monsieur l'État, j'ai l'honneur de devenir ceci, cela. Et finalement, au jour d'aujourd'hui où je te parle là, si je te dis le nombre de j'ai l'honneur que les gens font aujourd'hui pour rentrer chez l'État là, l'État est même dépassé. Et l'État a même tourné le dos à ces gens-là. L'État est en train de fuir. Parce que nous avons aujourd'hui un collectif des diplômés sans emploi qui existent même à côté de l'État, qui regardent l'État en chien, ils se regardent en chien de faïence. C'est pour dire quoi? Jusqu'à quand on va militer dans un tel collectif? Parce qu'il y a le facteur temps. Lorsqu'on parle du travail, lorsqu'on veut vivre là, lorsqu'on veut aller loin là, on doit mettre également comme tableau de bord le facteur temps. Tu sors de l'université, cousu de diplôme, nanti,
Mais tu ne trouves rien à faire. Tu vas intégrer maintenant le collectif des emplois, des diplômés sans emploi. Mais jusqu'à pour combien de temps? Parce que l'État dégage combien de personnes vont, voilà, partent à la retraite, en retraite, et maintenant, les autres qui arrivent là. Est-ce que le quota, est-ce que si on fait la balance, combien sort, combien rentre? Ah, là, il y a un problème qui se pose ici. C'est pourquoi moi-même, je me suis dit non, je ne peux pas, moi en tant que député, entrepreneur de mon État, et j'ai sauté un truc. J'avais créé une ONG qui vit encore, l'ONG Enfants sans frontières. Wow. Et avec cette ONG, j'ai recruté plus de 1000, entre 1000 et 1100 personnes que j'ai employées ici, en Centrafrique. Mais oui, parce qu'à un moment donné, mon ONG était partout sur le temps du territoire, pendant la crise. Et donc, du coup, nous avons fait de notre mieux pour sauver la vie de la population. Voilà encore. Une autre casquette. Une autre casquette. L'humanitaire. Voilà. Et bon, avec tout ce que j'ai connu, c'est une expérience que je dois partager à mes frères jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai initié dans ma circonscription une école d'entrepreneuriat. Wow. Ça fait 4 jours que j'ai formé 150 jeunes de Mbaïki dans le cadre de l'entrepreneuriat. J'ai dénommé ça un pas vers l'entrepreneuriat. Et donc nous leur avons donné le B.A.B.A. On leur a expliqué comment ça doit fonctionner. Mais l'avantage même de l'entrepreneuriat, je leur ai parlé de moi. Je n'ai pas pris l'exemple d'un blanc ou bien d'un étranger pour venir leur dire. Mais je leur ai parlé de moi. Et aujourd'hui, nous avons une nature à Mbaïki, telle que dans ma circonscription. La nature nous a tout donné. Il suffit seulement de tourner un peu les méninges pour que tu puisses te rendre compte que, en dehors de l'État, je peux m'auto-prendre en charge. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais on peut commencer petit et grandir. Qui savait qu'un jour, je devais être député? Qui savait qu'un jour, je devais être avocat? Qui savait qu'un jour, je devais diriger une grande organisation nationale qui était même sur le point de devenir internationale? Parce que je me suis rendu compte que non, il y a un secret qui est caché derrière l'entrepreneuriat. Alors, pour le faire, il faut briser maintenant dans la tête de ces jeunes-là l'idée qu'ils ont, c'est-à-dire la vision qu'ils ont seulement sur l'État là. Mais je passe, comme je suis en train de passer le message aux jeunes, je leur dis de suivre mon regard. Parce qu'il y a trop de gel honneur dans les bureaux de l'État actuellement et l'État ne peut pas les prendre actuellement. Donc, on doit se tourner vers l'entrepreneuriat. Et c'est grâce à ça que nous pouvons nous sauver nous-mêmes, sauver le pays et sauver la génération future. Notre pays est encore vraiment en chantier. Nous avons des richesses qui sont là non exploitées. Mais si nous avons tous la pensée tournée vers l'État, un jour, lorsque l'État va avoir des moyens pour mettre maintenant en valeur nos ressources, madame, nous serons envahis par les gens qui connaissent l'entrepreneuriat à côté de nous. Les Camerounais, les Tchadiens, les Congolais, les 2 Congos, même les Gabonais, les Guinéens, ils vont nous assaillir, ils vont être là, ils vont tout rafler. Et comme on veut beaucoup plus être bureaucrate, on finira par ne pas trouver du travail et c'est nous, on risquera de devenir esclaves des étrangers qui vont venir chez nous. C'est pourquoi moi, dans ma pensée, pour la jeunesse de ma circonscription, c'est l'entrepreneuriat que j'ai mis d'abord comme fer de lance, comme vraiment une base de ce que je suis en train de faire. Si je gagne 100, 200, 300, 400, 500 jeunes dans ce domaine, j'aurais rendu service au pays. Waouh, c'est vraiment loué. D'accord. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une action ou d'une loi que vous avez soutenue et qui a eu un impact palpable dans votre localité ou dans notre pays? Madame, vous me posez une question très difficile. Je vais vous donner juste un exemple. Lorsqu'il s'agissait de modifier la constitution de la République centrafricaine, le problème s'était posé avec beaucoup plus d'acuité et le choix était tombé sur moi pour faire ce travail. On avait une constitution qui était un peu bancale, même si les gens ne veulent pas qu'on le dise,
Mais il faut qu'on le reconnaisse que notre constitution ne permettait pas au pays de bien se développer. À côté de nous, nous avons des pays qui sont dirigés. C'est pas pour dire que je suis anticonstitutionnel, non. Mais ça, c'était la spécificité de la République centrafricaine. Et donc, j'avais fait une proposition de loi allant dans le sens de la modification de la constitution de notre pays. Et ça avait soulevé tout un tas de problèmes. Mais en fin de compte, comme c'est un problème que j'avais posé, il fallait amener ça maintenant dans une place publique. Et ça a été posé en public. Il fallait que les gens puissent vraiment se prononcer. Alors, s'agissant de la Constitution, on ne peut pas rester comme ça et puis dire oui, non. Il fallait que les gens puissent aller au vote. C'est comme ça que le chef de l'État avait pris un décret convoquant le corps électoral pour aller au référendum. Mais vous avez vu comment le score que nous avons eu au référendum. Mais cette loi, aujourd'hui, je pense que elle est en œuvre. Mais comme c'est un processus, beaucoup de personnes, bon, ceux qui ont critiqué, bon, ça c'est, on est en démocratie, on ne peut pas être uniforme sur tous les points. Exactement. Voilà. Mais les témoignages sont là. Les témoignages sont là. Cette loi va rendre service et continuera toujours de rendre service à la nation. Donc voilà, parmi beaucoup de ces lois, tant d'exemples, je commence par là. J'avais également, en tant que député, porté une proposition de loi portant abolition de la peine de mort en République centrafricaine. Ça a été voté par l'Assemblée. En plus de ça, j'avais initié également une loi portant pension pensions des députés en fin de mandat. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, au moins de 5 ans, il y a quand même 3 lois qui portent déjà mon nom et qui ont eu des impacts, mais vraiment positifs. Ce sont les seuls exemples que je peux vous donner maintenant. D'accord, en tout cas, pour des exemples, il y en a beaucoup. Et comme vous êtes, on va dire, un leader qui pense vraiment à la jeunesse, quelle est la procédure de participation citoyenne en prenant en compte les préoccupations des jeunes et quel indicateur vous permet de savoir que leurs voix sont entendues? D'accord. Madame, je pense que pour faire participer cette jeunesse-là aujourd'hui, vous savez, on est obligé parfois de sortir de notre cadre politique ou bien du cadre politicien et de redescendre un peu en bas et de rester comme ça ensemble avec la population et échanger. Moi, j'ai un seul outil qui me permet de collecter ou bien de faire participer les jeunes à la gestion de la chose publique ou bien de voir quelle est leur vision par rapport au pays, par rapport à leur communauté et autres. C'est pourquoi, quand j'arrive toujours dans ma communauté, en Baïki, je quitte ma voiture, j'organise des rencontres avec les jeunes et je prends un sujet d'actualité, je mets sur la table et maintenant je leur demande que chacun me donne sa position. Bon, en le faisant, ils ne savent pas ce que moi je cherche. Pour eux, c'est le député qui est venu discuter avec nous, ainsi de suite, par-ci, par-là. Moi, je les pousse vers un changement de mentalité. Mais parmi eux, il y en a qui ont vraiment des idées qui sont vraiment claires, lucides, que moi aussi je puise pour venir faire mes activités. Donc, c'est l'outil-là, c'est cet outil-là que j'utilise beaucoup plus dans des focus group, dans des discussions, dans des débats, parfois en informel. Hein. Je peux venir comme ça. Bon, ils sont en train de prendre leur vin de palme, je m'assois avec eux et je mets en place, je crée une discussion. Bon, on ne s'entend pas au départ, mais après, lorsque je vais conclure, mais je tire des conclusions qui leur permettent également de voir comment ils doivent vraiment aller dans la vie, comment ils doivent participer aussi au développement du pays. Donc, moi, j'utilise toujours ces moyens parce que bon, je suis un homme du développement. Avec tout ce que j'ai connu, avec mon organisation, lorsqu'il faut faire des analyses des situations humanitaires,
Mais on a des outils qu'on utilise pour jauger le niveau, pour faire participer la population, ou bien pour faire des évaluations, afin de faire intervenir maintenant les réponses. Moi, c'est cet outil-là que j'utilise et que je compte toujours d'utiliser pour faire participer maintenant cette jeunesse-là. Et en le faisant comme ça, je prends les préoccupations en termes de besoins que moi aussi, je pousse maintenant à qui de droit pour voir comment est-ce qu'on peut aider cette jeunesse-là. En tout cas, je pense que les jeunes de votre localité n'ont rien à envier à ceux des autres localités. Ils en sont fiers. Parce que lorsque j'arrive, ma voiture n'est plus ma voiture. Ils sont avec ma voiture, ils partent. Je suis là avec eux, assis même par terre. Mais ce que j'aime, parce qu'ils me respectent, parce qu'ils disent que maintenant, notre député, il est jeune comme nous. Il n'est pas compliqué. Il vient ce que nous on boit, il boit ce qu'on mange, il mange. Et il nous dit tout. Parfois même, on lui dit des choses difficiles. Il sourit seulement. Et puis bon, finalement, on ne le comprend plus. Donc ça, c'est notre homme. Lui, là, il est pour nous. Donc ils en sont vraiment heureux de me voir toujours avec eux. Non, en tout cas, c'est encourageant et ça dit beaucoup de choses. Maintenant, je pense qu'on va essayer d'aller par rapport à certaines thématiques, à certains sujets qui touchent un peu le monde en général, la République centrafricaine en particulier et la population centrafricaine. Par exemple, dans le cadre du climat. Quelles mesures prenez-vous pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement dans votre localité et dans notre pays, si je peux? Madame, je vais vous parler de ma localité. Moi, je suis ici, je suis du sud de la République centrafricaine. Lorsqu'on parle du sud, c'était la partie verte. Au départ, ce fut la partie verte de la République centrafricaine.